Alors justement, Pierre, à toi la parole. Donc l'idée, c'est de nous présenter le fonds Échiquier World Equity Growth que vous retrouvez donc sur le site d'Easy Bourse avec le code EASIN qui justement est affiché ici. Donc Pierre, à toi la parole. Bon alors effectivement, Enguerrand, merci pour tout ton propos. Je dirais, quel est l'objectif de ce fonds-là? Alors, peut-être pour un peu d'histoire déjà, et je pense que ça dira tout à fait ce qu'on essaie de vous proposer aujourd'hui. C'est un fonds que la financière de l'Échiquier a lancé en 2010. L'idée à l'époque, et ça reste toujours notre idée, c'est qu'en fait, vous l'observez comme nous, il y a une croissance mondiale qui est supérieure à la croissance européenne. Et c'est finalement, ce fonds-là a pour objectif, à travers des investissements sur des entreprises qui sont les plus importantes et donc les plus capables finalement de saisir les opportunités de la croissance mondiale, parce que c'est celles qui connaissent le mieux le monde, c'est celles qui ont le plus de moyens pour y investir, c'est celles qui ont les équipes les plus importantes, c'est celles qui sont capables de passer les associations les plus pertinentes pays par pays à travers un investissement à travers ces sociétés, c'est finalement s'inscrire en actionnaires de long terme sur des entreprises qui sont des multiplicatrices de cette croissance mondiale, qui sont capables de transformer finalement cette croissance mondiale qui est de l'ordre de 2,5% en une croissance récurrente en fait de leur chiffre d'affaires supérieur à 8%. C'est donc ce que l'on fait depuis maintenant 15 ans, donc c'est une pratique qui est très établie au sein de la financière de l'Échiquier. C'est un fonds, je vais y revenir, c'est un fonds qui est concentré, c'est un fonds de sélection de valeurs, dans lequel on a un nombre de valeurs qui est assez limité, une vingtaine de valeurs, qui ont en point commun finalement plusieurs aspects. D'une part, ce sont des sociétés qui sont leaders sur leur secteur, ce sont des sociétés de croissance, je l'ai dit, pas d'intérêt à aller chercher à l'international finalement autre chose que des sociétés qui sont des multiplicatrices de cette croissance. Ce sont des sociétés innovantes, d'où aussi cette croissance. Et puis, c'est un fonds enfin, qui est géré par une équipe et qui pratique une gestion de conviction, c'est-à-dire finalement une gestion sans contraintes sectorielles ou géographiques. Alors quelle est cette équipe de gestion? Peut-être juste un mot. Donc on a 3 experts qui sont responsables en fait de gérer les capitaux que vous nous confiez. Un gérant senior qui est David Ross, qui est un Américain qui a rejoint la financière de l'Échiquier il y a maintenant plus de 10 ans, avec quand il a été recruté la mission en fait de gérer cette stratégie-là. C'est quelqu'un, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas il a un certain âge en fait, et derrière cet âge-là se cache une expérience d'environ 40 ans, et il est secondé donc par Louis Bersin et Émilie Deslogis. C'est une stratégie au sein de la financière de l'Échiquier importante, puisque sur ce fonds-là, aujourd'hui, nous avons plus d'1,3 milliard d'euros. Ça me permet déjà de vous remercier parce que j'espère qu'il y a une partie de ces sommes-là qui proviennent donc des clients d'Easy Bourse, mais c'est pour vous dire que c'est une formule, ou du moins une solution d'investissement globale qui est très appréciée et très utilisée. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce que vous allez trouver dans le fond. En fait, on va utiliser toute une série de filtres parce qu'on est sur un univers, comme vous pouvez l'imaginer, qui est relativement large. Mais en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, il y a beau y avoir énormément d'entreprises cotées dans le monde. Si vous commencez à mettre un certain nombre de filtres qu'on appelle quantitatifs, en fait, des filtres avec des chiffres assez simples, c'est-à-dire une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards d'euros. Je rappelle, la capitalisation boursière, c'est la valeur que donne la bourse à l'entreprise, c'est le nombre de titres multiplié par le cours de bourse. Un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros, et puis surtout cette croissance qui est vraiment le critère clé de ce que l'on cherche, des entreprises sur lesquelles on cherche à investir, cette croissance historique ou prospective de 8%. Finalement, on arrive à réduire l'univers international à 500 valeurs, ce qui est un univers qui est tout à fait maîtrisable aujourd'hui pour notre équipe de gestion. Et puis par ailleurs, on va rajouter des filtres qu'on appelle qualitatifs. On va essayer de se concentrer sur 4 axes, donc les notions de leadership, encore une fois, toujours investir à côté d'entreprises qui sont les leaders de leur secteur, des entreprises qui profitent de disruption, ça peut être des disruptions dans leur offre, peut être disruptive, ça peut être des disruptions
thématiques ou sectorielles, des modèles économiques qui sont performants, et puis des avantages concurrentiels, et puis surtout des rencontres. Je pense que ce qui caractérise cet exercice de sélection de valeur au sein de Financière de l'Échiquier, c'est une connaissance fine de l'entreprise dans laquelle on investit, c'est-à-dire que finalement, on va analyser nous-mêmes, on va rencontrer les entreprises, on va faire des modèles financiers, et tout ça, finalement, réduit encore cet univers global qui est très vaste, à un univers de 115 titres, qui est un peu le territoire d'investissement des possibles. Après, bien sûr, il va falloir être réactif et essayer de sélectionner les entreprises sur lesquelles on pense avoir le meilleur potentiel d'appréciation. Parce qu'encore une fois, investir, c'est un exercice en 2 temps. C'est trouver les très bonnes entreprises, mais c'est aussi les acheter au bon prix. Alors, qu'en est-il du positionnement du fonds, alors, du coup? Alors, le fonds, peut-être juste sur le positionnement du fonds, Enguerrand a décrit le scénario que nous avons. On reste constructif, évidemment. Je pense qu'un fonds action, c'est toujours un investissement qui a un horizon de temps. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'investissement ou l'horizon minimum, c'est de 5 ans. Sur ce fonds-là, peut-être pour vous donner un chiffre, sur 15 ans, la performance annualisée a été de 10,8%. Donc, je serais tenté de dire que ce n'est pas simplement 5 ans, ça peut être beaucoup plus long que 5 ans. Aujourd'hui, donc, au regard de notre vision en fait sur ce qui se passe et sur l'économie mondiale, on va sélectionner en priorité 2 types de sociétés, des sociétés qui bénéficient de ce qu'on appelle une croissance séculaire ou des entreprises de croissance séculaire. C'est donc, vous le voyez, c'est des entreprises qui bénéficient de tendances de long terme qui sont fortes et qui sont résilientes en phase de ralentissement. C'est une façon de se protéger finalement dans des environnements macroéconomiques qui peuvent être plus compliqués. 2 exemples, Microsoft et Visa, encore une fois 2 entreprises dont vous connaissez forcément le nom et qui offrent beaucoup de visibilité parce que finalement, dans un cas comme dans l'autre, elles sont indispensables à leurs utilisateurs. Et puis, on va aussi sélectionner des entreprises dites de croissance défensive. Donc, c'est des sociétés qui sont peu sensibles au cycle économique et qui sont aussi capables finalement d'assurer une certaine croissance dans un environnement macroéconomique compliqué. Et là, on aime beaucoup en fait les sociétés dites de technologie médicale. Stryker en fait partie, c'est une grande société américaine de ce secteur-là, parce que finalement, le cycle de l'investissement, il dépend plus du nombre d'opérations qui vont avoir lieu dans le monde que finalement l'investissement industriel, pour prendre un exemple assez simple. Et puis, bien sûr, dans tous les cas, on va chercher des entreprises qui ont un pricing power important. Alors, qu'est-ce que c'est le pricing power? C'est un gros mot anglais pour dire que finalement, c'est des entreprises qui ont une capacité à pouvoir augmenter leur prix sans que finalement ça réduise tant que ça la dynamique de leur croissance, parce que finalement, leurs produits sont indispensables, leurs produits sont uniques. Alors, sur le plan de l'allocation, donc c'est un fonds qui est flexible. Alors, il est flexible, attention, il est flexible sur son allocation géographique et il est flexible sur son allocation, vous allez le voir, sectorielle, et il est aussi flexible sur son allocation sur les poids, ou du moins la pondération de ses investissements sur les différents titres au sein du fonds. Là, le meilleur exemple de, je crois, cette flexibilité géographique, c'est celui qu'on vous montre. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez l'évolution, et c'est ce que vous avez dans les bulles, de l'exposition de ce portefeuille-là à la Chine. Et puis, la courbe que vous pouvez voir sur le graphique, c'est l'évolution de l'indice chinois. Et comme vous pouvez le voir, alors que nous étions jusqu'à 2021 ou mi-2020 exposés entre 20 et 17% au marché chinois, nous avons totalement supprimé cette exposition, donc réduit cette exposition à 0% dans le courant de l'année 2021 face à toute une série d'interrogations et de problèmes de visibilité qui sont liés finalement ou qui étaient liés aux interventions intempestives du pouvoir politique chinois sur la vie des entreprises. Donc vous voyez, on n'est pas resté accroché finalement à ce marché chinois. Encore une fois, on ne fait pas de gestion indicielle, on fait de la gestion active. Ça nous permet d'être extrêmement mobile sur les différentes expositions que l'on sélectionne. Peut-être pour compléter le propos, vous voyez à la fin du graphique que nous sommes en train de nous repositionner un peu sur la Chine, puisque nous avons une exposition aujourd'hui
produit de 4% simplement à travers une société d'assurance cotée à Hong Kong. La deuxième flexibilité, c'est la flexibilité sectorielle. Alors, je suis désolé pour le graphique, il est extrêmement compliqué à lire, mais en fait, ce que l'on veut vous dire, chacune de ces courbes représente le poids que représentent les secteurs au sein du portefeuille de ce fonds action. Comme vous pouvez le voir, ces courbes ont des évolutions très hachées. Ces évolutions hachées, finalement, c'est des variations sur les expositions à ces différents secteurs sur le portefeuille. Et comme vous pouvez le voir, il y a une forte capacité d'adaptation dans le temps. Il suffit de suivre une courbe, par exemple technologie de l'information, qui est un compartiment qui est important, qui est une thématique qui est dynamique. Comme vous pouvez le voir, il y a une forte mobilité en fonction de l'évolution des cours, de l'évolution des valorisations, de l'évolution du sentiment en fait de nos gestionnaires sur les titres qui sont représentés par ce secteur. Alors justement, donc c'est une gestion dynamique également des poids. Alors, une gestion dynamique des poids, je le répète, c'est un fonds qui est très concentré. Alors ça, je pense que c'est très important d'insister là-dessus parce qu'il y a généralement un outil de performance sur un fonds de stock picking, enfin, ou de sélection de valeurs, excusez-moi pour l'anglais, c'est la sélection des valeurs, c'est-à-dire avoir les bons titres. Dans le cas d'échiquier World Equity Growth, il y a un deuxième engin de performance, c'est la gestion de l'exposition à ces 10 titres. C'est-à-dire que finalement, si vous regardez la façon dont évolue le fonds, vous allez voir que la plupart des noms des noms des entreprises qui composent le fonds, vous allez les connaître. Vous voyez Alibaba, Amazon, Banorte, Mastercard, Microsoft, Stryker, pour prendre celles qui sont indiquées sur ce graphique. J'imagine que vous en connaissez la plupart. Donc vous allez me dire, mais finalement, je peux les acquérir de mon côté. Qu'est-ce que ça rajoute finalement d'investir sur votre fonds? Sur notre fonds, ce que nous, on va rajouter, c'est une dimension de dynamique en fait de cette exposition selon les phases de marché, selon les phases de valorisation sur ces différents titres. Et je pense que si vous regardez la performance historique de ce fonds-là, qui est tout à fait satisfaisante, encore une fois proche de 11%, une partie de cette performance, elle est liée à cette expertise qui est représentée par ce graphique complexe, je suis d'accord, mais qui est justement la gestion dynamique des pondérations des titres au sein du portefeuille. Alors Pierre, tu le disais justement, donc des valeurs que l'on connaît et des valeurs qui représentent des méga tendances. Oui, alors je le disais, c'est-à-dire que finalement, quand on investit je dirais, à un niveau global, on a le choix, on a beaucoup de choix. Encore une fois, même si, encore une fois, je vous l'ai dit, on a toute une série de filtres qui nous permettent de réduire la complexité du territoire d'investissement. On se concentre finalement sur un certain nombre de titres, mais qui vont bénéficier de tendances sous-jacentes dynamiques. Et là, on a essayé effectivement d'avoir une représentation un peu des différentes tendances ou des expositions que l'on peut avoir au sein du portefeuille. À travers un dossier comme Microsoft, on va s'exposer sur la transformation digitale. À travers Visa, on s'expose sur un disrupteur financier qui est finalement très bien positionné dans l'environnement mondial actuel. Le e-commerce est une tendance très longue, on est exposé sur le champion. Le domaine économique, la nouvelle économie de la santé, je vous en ai parlé, on est exposé sur Stryker, puis on va être exposé par exemple sur l'automatisation industrielle à travers ce titre qui s'appelle Clients et des nouveaux centres économiques à travers FEMSA, parce que je reviendrai un peu sur la distribution géographique de nos investissements, mais ce n'est pas un fonds qui est uniquement américain, comme le disait Enguerrand, c'est un fonds global, donc on a des expositions hors des États-Unis. Alors, donc là, du coup, ce qu'on doit retenir par rapport à ce fonds. Alors bon, je dirais il faut déjà retenir les risques, mais c'est comme sur tous les fonds, c'est-à-dire, je rappelle, c'est un fonds action, c'est un fonds donc qui peut, pendant certaines périodes, être volatile, même si bien sûr notre exercice c'est d'essayer de réduire cette volatilité. C'est un fonds qui est un fonds concentré, donc positionné sur une vingtaine de valeurs. Mais ce que je pense que vous devez retenir, c'est ce que je vous disais aujourd'hui, c'est aujourd'hui dans votre exposition ou dans votre allocation d'actifs, vous ne pouvez pas ne pas être exposé à côté d'entreprises françaises, à côté d'entreprises ou de fonds
qui vous permettent d'investir sur des entreprises françaises ou des entreprises européennes, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'exposition pour profiter de cette dynamique, je dirais, qui est récurrente, qui est la dynamique de la croissance mondiale. Donc, c'est ce que l'on vous propose, c'est finalement bénéficier de cette dynamique-là à travers un fonds qui est dédié à l'investissement dans des entreprises internationales de croissance, des entreprises leaders, des entreprises qui profitent de méga tendances et finalement des entreprises qui façonnent le monde dans lequel on vit et qui vont être des acteurs en fait de la transformation économique de notre monde. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fonds qui est sans contraintes sectorielles ou géographiques. Aujourd'hui, l'exposition sur les valeurs américaines est, je crois qu'elle est de 63%, très exactement. Le deuxième pays, c'est le Japon. Le troisième pays, ça va être le Brésil. Le quatrième pays, c'est le Mexique. Donc, vous accédez à une diversification géographique aussi à travers votre exposition sur ce fonds-là. Et on voit justement la répartition sectorielle et géographique du fonds. Voilà, alors l'exposition géographique, elle est là. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'US, mais il faut le savoir, dans les indices internationaux, les États-Unis sont, vous le voyez, le pays le plus représenté. Peut-être pour revenir, c'est un fonds de très grande valeur, ça me permet d'en parler. Vous voyez qu'en bas, on vous montre la répartition par capitalisation boursière. Je citais la notion de capitalisation boursière. On a une capitalisation médiane de 100 milliards de dollars, donc encore une fois 108 très exactement. Donc on va retrouver ce que je vous disais, on a 45% du portefeuille qui est exposé sur des très très grosses entreprises, des entreprises qui ont des capitalisations supérieures à 500 milliards de dollars. Alors quelles sont les entreprises qu'on va retrouver dans le fonds, peut-être pour revenir sur la slide précédente avec les 10 principales positions. Donc ça, c'est le portefeuille que nous avions à la fin du mois de décembre. Il a un peu évolué puisque finalement, comme vous voyez sur le top 5 qui était composé de Microsoft et Amazon, Nvidia, Taiwan Semiconductor et Alphabet, qui est la maison mère de Google. Si vous regardez la constitution du portefeuille aujourd'hui, vous allez voir que vous retrouvez toujours Microsoft, Amazon et Nvidia, mais la 4e position aujourd'hui est ce dossier dont je vous parlais, qui est ce dossier de MedTech, donc qui est cette entreprise qui s'appelle Stryker. Et la 5e position est aussi une exposition sur un dossier américain qui s'appelle Thermo Fisher. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, et je pense que c'est le meilleur exemple de ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez toujours retrouver Taiwan Semiconductor et Alphabet dans le top 10, mais il n'est plus dans le top 5. Et sur ce portefeuille de la fin du mois de décembre, vous voyez que Stryker et Thermo Fisher Scientific étaient déjà dans le top 10, sauf qu'ils sont remontés. Et ça, c'est vraiment la meilleure démonstration que cet outil de gestion dynamique des positions est quelque chose qui est ce sont pas des 20 mots, c'est la réalité en fait du fonctionnement du portefeuille. Alors, quelques mots peut-être sur la performance, Pierre, sachant que c'est un fonds qui est noté 3 étoiles par Morningstar, donc qui a du coup une bonne note, avec une forte dimension durable pour le coup. Alors, je pense que sur la performance, peut-être plusieurs choses que je veux vous signaler. Les dernières années ont été, je dirais, ça a été difficile de battre les indices, mais le fonds, comme vous pouvez le voir, alors je suis désolé, c'est vraiment très petit. Ouais. Si vous regardez les années 23 et 24, il a eu des performances tout à fait confortables. Nous, on le compare aussi beaucoup aux autres fonds comparables parce que les catégories Morningstar sont toujours un peu contestables en fait. Mais je dirais, je préfère revenir sur les performances de long terme, c'est-à-dire que vous voyez, elles sont en haut à droite. Si vous regardez le 10 ans annualisé sur le fonds, vous avez une performance de 11% par an. 5 ans annualisé, vous avez une performance de 9%. 3 ans annualisé, vous avez une performance de 6%. Donc, c'est finalement, je dirais, un fonds qui remplit très, très bien son objectif, en fait, qui est cet objectif de création de valeur de long terme, cet objectif qui a de vous accompagner en fait sur votre diversification, la diversification internationale de vos investissements. Alors, vous voyez ici la synthèse éventuellement donc du fonds avec les différentes caractéristiques. Mais ce que je vais vous montrer, c'est éventuellement la fiche valeur que vous retrouvez sur easybourse.com, donc qui est ici. Il vous suffit simplement de mettre ici donc dans le moteur de recherche la dénomination du fonds, donc échiquier World Equity Growth. Vous avez bien sûr le code ISIN également, mais la dénomination est plus facile à retenir et vous avez ensuite justement la fiche valeur qui apparaît. C'est une fiche valeur donc qui rend compte notamment
de la notation, du risque, de la dimension durable du fonds et qui reprend donc le top 10 que vient justement d'évoquer Pierre, ainsi qu'un certain nombre sur l'allocation géographique, l'allocation sectorielle et la dimension durable. Une caractéristique donc qui est assez singulière pour Easy Bourse, c'est en fait concerne les éléments de dimension durable que l'on rencontre dans le cadre des fiches valeurs de nos fonds d'investissement. Pierre, il est demandé éventuellement si justement le fonds est orienté vers des valeurs à critères ESG. C'est clairement le cas et c'est la raison pour laquelle en fait le fonds a 3 Globe Morningstar. Il y a un filtre, j'imagine, de dimension durable qui est mis dans la sélection des titres. Oui, oui, alors tout à fait. Je pense que c'est une des spécialités de la maison. Hein, donc, c'est une vieille histoire pour la financière de l'échiquier. Hein. On a commencé finalement à appliquer des filtres ESG sur la plupart de nos stratégies dès 2007. Certains fonds sont des fonds impact, donc les filtres aux filtres, on rajoute en fait des systèmes de scoring. Dans le cas finalement de World Equity Growth, c'est plus une application d'une approche ESG hein, qui nous paraît bien sûr, qui n'est pas forcément la plus renforcée, mais qui est effectivement présente au sein de la stratégie. Pierre, quelques questions supplémentaires éventuellement sur le fonds. Le secteur de l'énergie qui n'y est pas, sans doute en raison de la dimension durable du fonds. Oui, et puis aussi, je vous l'ai dit, c'est un fonds sur lequel on essaie de trouver de la croissance récurrente, de la croissance visible. En fait, le secteur de l'énergie est très intéressant pendant certaines périodes, beaucoup moins pendant d'autres. En fait, il dépend énormément d'un facteur exogène qui est le prix du pétrole, hein, pour parler de la plus grosse partie de ce secteur-là. Donc, ça fait pas partie finalement du type de dossier qui nous intéresse. Et puis, effectivement, il y a aussi cette dimension hein, qui finalement nous fait plutôt éviter les producteurs d'énergie fossile. Peut-être une dernière question, Pierre, sur le fonds, à savoir, donc, il est très investi sur le marché des actions et la question qui est posée, c'est quel amortisseur, quel matelas de sécurité, éventuellement en cas de forte volatilité, notamment sur les marchés financiers. Alors, c'est une bonne question. Il restera investi. Hein. C'est un fonds, finalement, quand on nous confie des capitaux, c'est pour qu'on les investisse. Donc, c'est pas un fonds sur lequel il y a de la protection, en fait. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de stratégie de couverture. Donc, c'est un fonds qui continuera à être investi. Je pense que la protection, c'est cette diversification sectorielle, c'est cette diversification géographique, c'est cette réactivité hein, qui peut nous permettre, à certains moments, effectivement, d'aller chercher des expositions sur des secteurs sur lesquels on a moins de sensibilité, entre autres à l'investissement, parce que finalement la partie la plus cyclique du marché, c'est celle qui est liée aux investissements industriels. Hein. Et donc, d'où la présence effectivement de ces dossiers de technologie médicale qui nous permettent finalement de gérer un peu, je dirais, la sensibilité à des cycles économiques, je dirais, qui sont plus brutaux, hein, qui sont ceux des PMI manufacturiers, entre autres, hein, pour ceux qui connaissent cette notion-là. Merci énormément pour vos éclairages respectifs. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée à tous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session sur le point mensuel des marchés financiers. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.